La Cour pénale internationale Karim Khan a demandé à la chambre préliminaire de la Cour de délivrer de toute urgence des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et du ministre de la Défense Yoav Gallant. Ces mandats d'arrêt sont nécessaires pour s'assurer qu'ils n'entravent pas ou ne mettent pas en danger l'enquête ou la procédure judiciaire. Ils doivent également prévenir la poursuite de la commission de crimes allégués ou encore la commission d'autres crimes relevant notamment du statut de Roma, écrit Karim Khan. Ira-t-il au bout de sa démarche de procureur de la CPI après avoir nargué les décisions de la Cour internationale de justice? L'État hébreu va-t-il se soumettre à cette nouvelle procédure judiciaire? Pour quelles réelles implications, ramifications sur le plan géopolitique? Nous en parlons ce matin dans le cadre de cette émission du point, ou du moins de For You Matin. Énième crime de colonisation, l'histoire sordide des enfants enlevés de force à leur mère durant la colonisation belge refait surface. Le procès en appel, intenté notamment par 5 femmes envers l'État belge pour crime contre l'humanité, s'est ouverte lundi dernier, entre autres après que le tribunal ait rejeté leur demande en première instance en 2021. Cette affaire des enfants métis requalifiée en crime contre l'humanité peut-elle ébranler l'État belge alors que jusqu'à présent le contentieux historique peine à être épongé justement par cette puissance, du moins cette puissance colonisatrice? Appelez-la comme vous le voulez, mais de toutes les façons, nous remettons le débat ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin. Ceci aux côtés de nos invités. Bonjour à vous et bienvenue. Vous faites bien d'être des nôtres une fois de plus ce matin. Je le rappelle, tous les matins ou alors tous les soirs sur les antennes de For You Media Africa. Vous êtes au bon endroit, l'endroit où se croisent informations et débats. C'est votre matinale informative qui démarre à l'instant, édition du 12 septembre 2024. Deux thématiques ce matin. C'est du moins ce mandat d'arrêt qu'il faudrait délivrer de toute urgence. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, vient officiellement de réitérer cette volonté en instruisant, du moins en donnant clairement des instructions allant dans ce sens. Il faut impérativement arrêter le génocide israélien dans la bande de Gaza. Les questions qu'on se pose sont celles de savoir jusqu'où ira Karim Khan dans cette démarche. Entre autres, après avoir nargué les décisions de la Cour internationale de justice, l'État hébreu peut-il, entre autres, se soumettre à cette nouvelle procédure judiciaire en cours, intentée cette fois par la Cour pénale internationale? Autant de questions, bien sûr, qui trouveront des éléments de réponse dans quelques instants seulement. Aux côtés, bien sûr, de nouvelles scabreuses affaires autour, justement, d'enfants métis enlevés par l'État belge durant la colonisation. Le procès a été officiellement donc tenté, on le rappelle, depuis 2021, mais depuis lundi dernier, il a officiellement repris sur le banc principaux accusés, l'État belge. On se pose la question au moment où le contentieux historique peine à être épongé, que vaut réellement cette affaire, cette nouvelle scabreuse affaire? Ceci aux côtés justement d'un journaliste, analyste également. Il est du côté de la Belgique actuellement. Vous êtes à Bruxelles, Henri Atangana. Merci à vous de répondre une fois de plus présent à cette édition de For You Matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Nguyen, merci de m'avoir invité. Euh, c'est toujours un plaisir de retrouver et de vous retrouver, de retrouver les téléspectateurs, les téléauditeurs et, et je dis en ça à tous ceux qui nous suivent et qui nous marquent leur affection. Je reçois des messages régulièrement où les gens me disent merci de tes explications. J'en ai encore reçu hier. Et ça nous encourage à être là, ça nous encourage à continuer le combat. Je dis bonjour à tous ces téléspectateurs. Je dis bonjour à mes copanélistes que vous avez présentés avec plus de talent que moi. Et encore une fois, merci de m'avoir invité sur Forum Média Africain. Voilà. À vos côtés ce matin, il est également à distance, mais plus précisément à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Docteur Ebouna, vous êtes avec nous. Merci d'être également à nos côtés ce matin. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes expert des
question de gouvernance. Vous avez également une autre casquette, celle de président de l'organisation non gouvernementale Organisme africain de développement des familles. Expert également au passage des sciences sociales. Bonjour à vous, docteur Evouna. Bonjour, monsieur Ndemo. Bonjour à vous, millions de téléspectateurs. J'espère que le réseau ne nous fera pas défaut, puisque c'est régulier ici à Yaoundé. Je suis content d'être de retour parmi vous. Et je crois que nous serons à la hauteur des analyses sur les thématiques qui sont posées sur la table. Voilà. Merci à vous, docteur Evouna. Sur le plateau, le consultant permanent, l'un des consultants permanents de cette émission de For You Matin, Anatole Albert ici est avec nous, triple A. Merci DP. Bonjour. Bonjour à vous, Baudelaire Guinéo. Je dis bonjour aux techniciens. Je n'oublie pas le top management, grâce à qui, n'est-ce pas, nous avons cette tribune matinale à l'effet, n'est-ce pas, de conscientiser, d'informer, surtout d'éduquer, n'est-ce pas, notre masse critique que nous espérons nombreuses pour les défis à venir. Je salue Henri Atangana ainsi que Dr Evouna. C'est vrai que je n'aime pas beaucoup le docteur pour des raisons de principe. Je salue Evouna ce matin, qui est du côté de la capitale politique du Cameroun. Je salue tous les afro-descendants, comme ils se font appeler. Moi, je préfère autrement, c'est-à-dire que les entiers d'origine africaine, un truc comme ça. Oui. Je salue, n'est-ce pas, le peuple noir, où qui se trouve ainsi que la diaspora africaine et panafricaine. Quand je l'ai dit, je voudrais saisir la perche qui m'est tendue par Henri Evouna, mais plutôt dans l'autre sens. Par Henri Atangana. Henri Atangana, autant pour moi, oui. Mais plutôt dans l'autre sens. Monsieur Guinée, régulièrement, nous avons, dans le cadre de cette tribune matinale, des réactions des téléspectateurs, quelquefois des téléauditeurs. Oui. Il y en a qui nous apportent leur soutien de manière objective, constructive, mais il y en a qui s'insurgent, enfin, j'ai envie de dire, qui se meuvent, si vous voulez, en donnant une leçon. Je voudrais tout simplement leur demander humblement ce matin de respecter tous les panélistes qui voient ce plateau parce que c'est un grand sacrifice qui est consenti, qui respecte les opinions diverses, parce que c'est justement de la contradiction que jaillit la vérité, n'est-ce pas? Que jaillit justement l'objectivité, je veux dire intellectuelle. Il y en a donc qui, quelquefois, ils ont une préférence pour tel ou tel panéliste, il ne s'agit pas de ça. Nous ne sommes pas dans une tribune, n'est-ce pas, dans un agent de notation. Cette tribune n'est pas un agent de notation. Il s'agit d'une tribune qui est consacrée au combat des peuples opprimés, qu'ils soient de race noire ou d'autres. Parce qu'il y a également, même là où cela veut peut-être être une démocratie, nous en avons également les peuples là-bas qui se plaignent d'être opprimés. Je voudrais donc au moment leur demander ce matin que lorsqu'ils font ils apportent leur contribution sur ce plateau, dans le cadre de cette tribune, qui se limite au thème justement, à donner leur point de vue, qui se limite à donner leur point de vue aux thèmes qui sont mis en débat. C'est important pour, n'est-ce pas, l'édification, l'information, mais surtout pour l'éducation de la conscience, de la masse critique que nous souhaitons. Merci pour l'invitation. Merci à vous, triple A. Messieurs, parlons de cette démarche initiée au mois de mai dernier par le procureur Karim Khan. On se souvient bien sûr du tollé que cette demande avait suscité, notamment auprès de la communauté internationale, ce mandat d'arrêt demandé justement par le procureur de la Cour pénale internationale au mois de mai dernier. Bien, il est revenu à la charge, c'était précisément le 9 septembre dernier, alors que dans la bande de Gaza, la guerre fait toujours rage. Les massacres se poursuivent avec notamment Israël par sa milice Tzahal qui continue bien sûr de massacrer de pauvres Palestiniens sous le prétexte bien sûr de vouloir exterminer, voire éliminer le Hamas. La Cour pénale internationale vient donc officiellement de demander aux juges de cette institution de réagir de toute urgence à sa demande d'émission de mandat d'arrêt contre non seulement le président, ou du moins le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais également son ministre de la Défense, Yoav Gallant. La question, Henri Atangana, d'entrée, est celle de savoir que vaut précisément cette démarche. Peut-il aller au bout de sa démarche, Karim Khan, pour une institution jusqu'ici qui est sous le feu des critiques au regard justement de sa démarche qui
parfois être qualifié de géométrie variable, là émettre un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense et certains membres du Hamas. Est-ce réellement approprié? Peut-il aller au bout justement de cette démarche, Henri? Oui, je ne vais pas aller au bout. Je ne vais pas lui faire un procès d'intention. On verra ce qu'il va faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques petits problèmes à sa démarche. Le premier problème qui est majeur, c'est que Israël n'a pas ratifié les traités de Rome, comme beaucoup de pays, notamment les États-Unis. C'est-à-dire certains ont signé sans les ratifier, parce que, pour rappel, dans ce type de traité, les exécutifs peuvent signer. Mais ils ont l'obligation de revenir dans leur pays et faire valider ça par le Parlement. À ce moment, c'est valable. Mais si Donc certains États ont juste exposé, parmi lesquels Israël. Voilà, c'est-à-dire Israël n'a pas ratifié cet accord, donc ça ne s'applique pas à Israël. Ceci étant, ils vont donc ne plus pouvoir aller dans les pays qui ont ratifié ce traité. En fait, c'est le même cas qui arrive à Vladimir Poutine. Vous vous souvenez, quand Vladimir Poutine est allé, on a discuté sur ce plateau, quand il s'est déplacé dans certains pays, notamment en Afrique du Sud où il n'est pas allé, on a eu le débat ici, notamment dernièrement, je crois qu'il est allé dans quel pays, je ne me souviens plus le nom de mémoire, mais qui lui l'a ratifié, et puis finalement, personne ne l'a arrêté. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça qui se passe. Maintenant, lui, il va le faire, mais il aura des pressions diplomatiques, c'est-à-dire que les pays puissants comme les États-Unis, qui n'ont pas ratifié, mais qui ont quand même proposé à tous les autres pays du monde. Hein. Ils ont dit que faisons ça, c'est très très bien. Mais nous, parce que nous sommes les Américains, personne n'a le droit de nous juger. Mais cet instrument-là, nous allons l'utiliser pour juger les autres. Oui, nous sommes en plein 21e siècle, hein. C'est-à-dire dans des pays soi-disant démocratiques. Parce que certains disent que les États-Unis est un pays démocratique. Ben, je ne sais pas sur base de quoi les gens le disent. Un pays n'a pas ratifié ces traités, dont le chef d'État américain, les exécutifs américains ne sont pas soumis à ces choses-là. Ne serait-ce que du point de vue du principe. Mais du point de vue, c'est-à-dire, par principe, on ne peut pas le faire. On peut le faire. Mais voilà. Maintenant, si vous faites ça aux États-Unis, moi, je vous mets au défi d'arrêter un président américain qui est en visite dans votre pays. Bon, vous avez peur d'avoir les bombes sur la tête, donc vous n'allez pas l'arrêter. Donc, dans le cas d'Israël, voilà, ils peuvent aller, ils peuvent le faire. Mais où ça ira, personne ne sait. Ça, c'est sur le principe. Maintenant, c'est peut-être aussi une opération de communication. Parce que de plus en plus, avec les médias, le monde entier sait ce qu'il se passe. Le monde entier regarde ce qui se passe à Gaza et que les gens se demandent pourquoi eux, ils n'y vont pas. Mais les gens devraient d'abord se demander pourquoi eux n'ont pas ratifié. Pourquoi sur la Terre, certains pays ratifient ces traités, d'autres pas. Pourquoi on n'a pas Gbagbo? Pourquoi vous parlez de crimes? Mais attendez, on a allé enlever Gbagbo de son palais à coups de bombe. Vous pouvez me dire sur base de quel traité? Sur base de quoi Sarkozy, dans son bureau à l'Élysée, a demandé à une base militaire sur le sol ivoirien d'aller bombarder le palais ivoirien, d'y prendre le chef d'État, au vu, au-dessus de tout le monde. Sur base de quelle loi? Sur base de quel accord? Oui, ils avaient des accords. Enfin, très bien. Comment est-ce que le chef d'État Sarkozy a dit: j'ai des accords d'intervention que la Côte d'Ivoire a signés avec moi. J'ai le droit d'intervenir quand le chef d'État de Côte d'Ivoire m'appelle. Mais là, je considère que celui qui m'a appelé, M. Ouattara, est chef d'État. Donc, vous avez un pays qui décide qui est chef d'État dans un autre pays. Bon, si vous continuez à m'appeler ça démocratie, c'est que vous faites exprès. De toute façon, c'est à peu près globalement ce qui va se passer. Je sors par là parce que nous sommes en début d'émission. Je vais laisser les autres intervenants
donner leur point de vue. Voilà. Merci. Merci à vous, Henri. Dans sa requête en date du 9 septembre 2024, Karim Khan invoque notamment l'aggravation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, un faisceau croissant de preuves quant à des crimes contre l'humanité commis par Tsahal contre la population civile et le sort de plus en plus inquiétant de certains Israéliens retenus en otage par le Hamas, selon d'ailleurs le procureur de la CPI, Karim Khan. Alors, sommes-nous en plein dans une démarche de communication, comme le pense Henri Atangana, Dr Evuna, ou alors cette institution qu'est la Cour pénale internationale est en quête de crédibilité au regard justement de tout ce qui lui est reproché jusqu'ici? Monsieur Nguene, nous pensons que ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est-à-dire à Gaza, est inacceptable. Il y a une volonté réelle et exprimée par Israël d'effacer le peuple de Gaza. Donc, ce qui se passe, pour nous, c'est un signal fort sur le plan de la justice internationale. Il ne s'agit pas seulement de la crédibilité, mais c'est un signal fort qui vient briser, qui couvre Israël sur le plan de la justice internationale. Cela montre que Israël n'est plus cette nation qu'on nous a vantée, la nation de Dieu n'est pas cette nation de Dieu, puisque c'est une nation génocidaire. Israël n'est pas ce peuple qu'on nous a parlé, qui a été, qui a vécu le génocide. Il ne saurait pratiquer lui-même ce qu'il a vécu, parce qu'il aurait pensé aux séquelles du génocide qu'il pratique actuellement. Donc, c'est un signal fort. Nous croyons que Karim Khan ira jusqu'au bout, parce qu'aucun humaniste ne peut rester insensible et ne peut souhaiter autre chose que l'aboutissement de cette action de la Cour pénale internationale. Au regard du fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies est paralysé, du fait de la division d'un côté la Russie et la Chine, qui sont en quête de la liberté des peuples, et les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France qui sont le bouclier, qui forment le bouclier de Tsahal. Donc, nous sommes, en tant qu'acteurs de la société civile africaine, soucieux de voir que, enfin, un président, un chef de gouvernement d'un État occidental pourra marcher en regardant derrière, en regardant tout autour de lui, en étant dans la crainte qu'il soit interpellé. Parce que nous ne pouvons pas accepter que l'humanité soit aussi foulée aux pieds au regard de 41 000 morts que nous comptons aujourd'hui. Et parmi ces 41 000 morts, nous avons beaucoup plus des enfants, nous avons des femmes qui sont tuées, sans compter les morts qui sont dans les décombres. C'est-à-dire qu'après la guerre, on va trouver peut-être 4 fois, 5 fois, voire 10 fois plus de morts que ça dans les décombres. Et nous croyons que cette action vise à prouver au peuple opprimé que nous sommes, qu'aucun peuple n'est supérieur à un autre peuple, aucune nation n'est supérieure à une autre nation, et nous encourageons le procureur de la CPI et espérons de tout cœur que cette action pourra faire à ce que les États-Unis et l'Occident reculent dans son action et presse aussi Israël d'arrêter cette guerre, de cesser ce massacre, de cesser ce génocide. Il faut souligner en passant que depuis le 7 octobre, nous avons découvert une nation Israël faible. Faible pourquoi? Parce que pour la première fois, pour Netanyahou, l'Iran a bombardé Israël, ce qui montre sa faiblesse. On nous a vanté une armée intouchable, une armée gagnante, une armée, la dôme de fer qui protège Israël. Mais nous voyons aujourd'hui que même le Hezbollah bombarde Israël. Alors, par conséquent, il fallait une action en justice qui porterait aussi et prouverait que Israël n'est pas aussi fort que ça.
Israël, c'est de la lâcheté. Israël, c'est une coalition des Occidentaux qui se sont mis ensemble pour soumettre d'autres peuples, et particulièrement les Palestiniens. L'Organisme africain de développement des familles qui regarde cette situation avec un très grand intérêt, souligne que ces mêmes massacres se sont passés en Afrique. Peut-être qu'à la deuxième thématique, nous allons évoquer, au Congo, il y a eu le génocide des Congolais, et même dans d'autres pays africains. Donc, nous ne pouvons que souhaiter vivement que Israël soit menacé. Israël comprenne que, avec ses alliés, qu'ils comprennent que les peuples du monde ne sont pas pour eux. Les peuples du monde veulent la liberté, les peuples du monde veulent la justice, les peuples du monde veulent la paix. Et on ne peut pas avoir vécu sous Hitler le génocide juif et être en train de perpétrer moins de 70 ans après un génocide contre un autre peuple. Voilà en quelque sorte pour cette première prise de parole ce que nous avons à dire. Merci. Docteur Evouna, merci à vous. Si la Cour pénale internationale émet ses mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, rappelons-le, ces derniers ne pourront plus se rendre dans les États partis, ou du moins qui ont ratifié les statuts de Rome sans risquer d'être arrêtés. Les États-Unis, on le rappelle, n'en font absolument pas, partie. Justement, ils n'ont pas ratifié ces accords, il faut être bien précis, ils ont signé les statuts, mais n'ont pas ratifié les accords en question. Dans une défense désespérée, Israël aujourd'hui exige d'ailleurs de la Maison-Blanche, du moins des États-Unis et du Congrès américain, que ces derniers imposent des sanctions individuelles contre Karim Khan et des sanctions institutionnelles contre la Cour pénale internationale. Dans cette démarche, Israël a quand même un soutien de poids. Anatole Albert ici, ce sont les États-Unis qui, depuis le mois de mai dernier, ont émis d'ailleurs un avis défavorable vis-à-vis de cette démarche aujourd'hui. Mais est-ce que dans le fond, en question, vous décelez tout de même une plus-value de cette démarche du procureur Karim Khan, au-delà d'ailleurs de sa quête de crédibilité, au-delà de cette opération de charme sur la scène internationale? Est-ce qu'elle reste crédible, la démarche en elle-même? Écoutez, M. Nguini, il vous souvient, lors de son passage au Cameroun, Charles Blé Goudé, qui est l'une des voix les plus autorisées pour nous parler de cette institution mondialiste de répression qui a été mise en place par le bloc occidental, nous indiquait de manière formelle que la Cour pénale internationale a été créée pour les Africains. Parce que la plupart, n'est-ce pas, de ces pensionnaires se trouvent être des Africains. Et quelquefois, des dirigeants de l'Amérique du Sud. Ça veut donc dire qu'en réalité, ce que M. Khan est en train de faire, il s'agit d'une mini-révolution, peut-être de palais. C'est à la suite des événements qui vont nous déterminer si il aura la latitude, les moyens d'aller en profondeur. Parce qu'en réalité, il a demandé, n'est-ce pas, l'émission d'un mandat d'arrêt contre Netanyahou et son ministre de la Défense et contre certains leaders du Hamas, dont l'un est décédé, notamment Agné. Ismaël Haniyeh, l'ancien chef du bureau politique. Tout à fait. Mais sauf que, comme vous l'avez indiqué, autant les États-Unis ne sont pas signataires du statut de Rome, autant, n'est-ce pas, Israël ne l'est pas. N'a pas signé, n'est pas signataire, n'est-ce pas, du statut de Rome. Mais ça ne veut pas pourtant dire qu'il ne soit pas possible de mettre des mandats d'arrêt internationaux contre des génocidaires. Pour la simple raison qu'ils soient soutenus par les États-Unis, qui sont également un État génocidaire avec les dirigeants génocidaires. Je crois que nous en connaissons. Barack Obama, c'est un génocidaire. Nous savons ce qu'il a fait du côté de la Libye. Monsieur George W. Bush, père, nous savons ce qu'il a fait de l'Irak et de ses dirigeants.
Donc, en fait, les États-Unis sont très mal placés. Par exemple, pour nous parler de la Cour pénale internationale, du fait de leur passé des génocidaires. Maintenant, revenons dans le contexte israélien avec Gaza. Il ne faut pas oublier qu'en parallèle, vous avez la requête de l'Afrique du Sud du côté de la Cour internationale de justice contre le même État ou contre les mêmes individus. Oui. Eux qui font preuve d'arrogance, une arrogance on ne peut plus inacceptable. En dépit, justement, tout à l'heure, M. Evona vous indiquait clairement le nombre de morts qui n'émeut ni les Yankees, qui ont la prétention d'être les gendarmes du monde, de la démocratie. 41 000 morts au moment où nous tenons cette émission. Et parmi les 41 000 morts, ce ne sont pas des animaux, c'est des êtres humains. Vous avez des nourrissons, des bébés, vous avez des cibles civiles, des populations civiles. Les cibles civiles, c'est des hôpitaux qui sont bombardés. Vous avez même les installations de l'ONU, notamment les installations à vocation humanitaire. Oui. Il y a 2 jours, je crois que c'était un convoi de l'ONU, un convoi humanitaire de l'ONU, qui a été tenu en jour par Tchahal et qui a dû rentrer à la base parce que Tchahal a décidé, n'est-ce pas, de mener son opération de génocide. Une problématique que ces arrogants-là ne sont pas capables d'assumer. C'est-à-dire, il y a une campagne de génocide actuellement du côté de Gaza contre les populations palestiniennes. Pour revenir à la thématique, est-ce que... Parce que là, il risque tout de même des sanctions de la part de Washington si on s'en tient à la demande qui a été officiellement formulée par Israël. Au cas où ces mandats d'arrêt seraient émis, Israël appelle Washington à prendre des sanctions, peut-être pas seulement contre Karim Khan, qui est le procureur de la Cour pénale internationale, mais également des sanctions institutionnelles contre l'institution elle-même, qu'est la Cour pénale internationale. Ça traduit quoi? Ça traduit que vous avez donc, du point de vue, n'est-ce pas, du droit international, avec leurs lunettes, ce droit international est variable selon la position géographique, selon les intérêts en jeu. Il ne peut s'appliquer que lorsqu'il s'agit d'un pays africain. Oui. Il ne peut s'appliquer lorsqu'il s'agit d'un pays de l'Europe de l'Est, ou bien de l'Amérique du Sud, ou alors de l'Asie du Sud-Est. C'est du point de vue, avec les lunettes de Washington, que ça peut s'appliquer le droit international, la justice internationale que vous avez tout à l'heure évoquée. En fait, ça traduit tout simplement ce que nous savons déjà, c'est-à-dire qu'il faut prendre le droit international, le froisser et le mettre dans le broyeur à papier. Tout simplement. Ça paraît dur ce que j'ai dit, mais c'est vrai. Que si le droit, l'application, la mise en œuvre du droit international, la justice internationale s'applique par géométrie variable, parce que il ne doit pas s'appliquer à certains, mais il doit s'appliquer à d'autres États. Eh bien, on le prend, on met dans le broyeur à papier. Ce droit international. Aujourd'hui, nous avons 2 situations parallèles. Il y a une situation qui se dit du côté n'est-ce pas, de l'Ukraine. Vous avez un mandat d'arrêt international qui a été émis à Poutine et à l'un de ses membres du gouvernement pour déportation, d'enfants ukrainiens. Alors qu'il était question de les protéger et non de les bombarder, de les tuer comme ça se passe du côté de Gaza avec Israël. Ou du côté d'Israël, vous avez effectivement une opération de génocide. Il y a les documents qui circulent, les déclarations, les attitudes des officiels, des artistes, et les déclarations des uns des autres, qui vous disent que nous avons pour vocation d'exterminer ce peuple. Et pas seulement les officiels, vous avez même des colons israéliens en territoire palestinien qui, bien inspirés par ce qui se passe avec les dirigeants, font exactement la même chose contre les populations civiles palestiniennes. Et vous pensez que c'est sérieux ce qu'ils font? Revenons donc à la thématique pour indiquer quoi? Pour indiquer qu'en réalité, même si de manière symbolique, la déclaration que M. Henri a qualifiée d'un coup de com', cette déclaration a quand même
l'avantage. Oui, la démarche. Non, j'ai dit la déclaration, pas la démarche, parce que nous ne sommes pas encore dans la démarche. La démarche, c'est lorsqu'on va. Une démarche, ça veut dire qu'il y a une action. Oui. Une démarche suppose qu'il y a une action. Pour l'instant, on n'a pas encore vu les actions. Mais là, il a instruit. Moi, je n'ai pas encore vu. Il a instruit les juges. Moi, je verrai l'action pour que le mandat soit émis. Lorsque je la verrai mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on a cherché Netanyahou ou bien ses collaborateurs, de là où il se trouve, pour le déporter, autant qu'on a déporté, par exemple, certains dirigeants africains, Omar El-Béchir, entre autres, Laurent Gbagbo, Michel Blé-Goudé, du côté de la CPI. Tant que nous ne sommes pas dans cette dynamique, pour moi, ça va rester une simple déclaration, comme l'a tout à l'heure indiqué Henri Atangana. Donc, nous attendons de voir. En tout cas, cette déclaration vaut en soi, vaut en elle-même, si vous voulez, une petite révolution, même si c'est symbolique. Oui. C'est-à-dire, clairement, eux-mêmes nous disent clairement que, en réalité, le CPI, ce n'est pas pour tout le monde. Le droit international, ça ne s'impose pas à tout le monde. Ça ne s'applique pas à tout le monde, c'est pour certaines personnes, pour certains États. Voilà. Dans tous les cas, je sors par là, M. Guinée, les faits sont têtus. Du côté de Gaza, vous avez une opération de génocide qui est soutenue par les États-Unis. La preuve, qui est-ce que Netanyahou va chercher pour assurer, pour jouer le rôle de parapluie géopolitique et diplomatique? Ce sont les États-Unis. Donc les États-Unis qui sont les parrains d'Israël, de l'État hébreu, qui a été prétendument présenté comme étant un peuple élu. Donc c'est-à-dire un peuple génocidaire, raciste et suprémaciste. Voilà la réalité. Les États-Unis donc sont les parrains d'un État génocidaire qui a le droit de se défendre, selon Washington, y compris en tuant les femmes et enfants, les vieillards. Et en plus, quand on parle de cesser le feu, écoutez, Netanyahou vous dit même à ses parents qu'écoutez, vous avez donné quand même le feu vert pour poursuivre, n'est-ce pas, mon opération de génocide. Mais comment est-ce que vous pouvez me demander maintenant d'arrêter cela tout en me fourguant les armes? Voilà le paradoxe. C'est-à-dire que Washington demande un cessez-le-feu devant les caméras, mais derrière, vous avez plusieurs bâtiments militaires qui ont été mobilisés pour protéger l'État hébreu d'une quelconque attaque de ses ennemis, comme ils le disent. On continue, les Washington continuent à fourguer les armes à l'État hébreu pour tuer. Je ne sais pas, je crois que ce n'est pas pour faire une exposition. Je crois que ces armes ils sont utilisées pour tuer justement des populations civiles. Je crois que pour sortir des pays. Pour sortir cette thématique qui me révolte, parce que ça montre en mon vision l'hypocrisie du système international. Ça mérite, n'est-ce pas, notre attention pour critiquer, mais surtout pour demander une fois de plus soit la dissolution de l'ONU, soit la réforme du système international, parce qu'en réalité, il ne milite pas pour la paix et pour la justice. Voilà. L'étau se resserre-t-il, Dr Evouna, autour de Benjamin Netanyahou, autour de ce génocide israélien dans la bande de Gaza, au regard justement de toutes ces démarches qui sont entreprises jusqu'ici? Dans son intervention, Anatole Albert Haïssi est revenu justement sur la démarche d'un pays comme l'Afrique du Sud, et ils sont nombreux, entre autres, ces pays qui se sont joints justement à cette démarche, cette plainte pour génocide d'ailleurs devant la Cour internationale de justice. Là on parle de mandat d'arrêt qui devrait visiblement être émis à la fin de ce mois de septembre 2024 par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, contre notamment le dirigeant israélien. Est-ce que l'étau sur le plan international ne se resserre-t-il pas autour justement de Benjamin Netanyahou? Monsieur Ndenier, effectivement, l'étau se resserre non seulement autour de Benjamin Netanyahou, occidentale de manière générale, parce qu'ils ont une conscience unique. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est un message qui est lancé auprès des peuples occidentaux qu'ils n'ont plus
l'autorité, ils ne sont plus les gendarmes du monde. Donc, même au niveau du peuple israélien, rien que cette action, rien que cette déclaration, rien que ce que le procureur de la CPI a initié, fait peur dans la conscience universelle, c'est-à-dire tous les peuples sont égaux. Il faut remarquer qu'il n'y a pas que l'Afrique du Sud, il y a la Colombie qui a pris la même démarche, il y a le Brésil qui s'est aussi engagé, qui a soutenu, il y a la Turquie qui va dans le même sens. Donc, ça ne laisserait pas tranquille que ce soit les Américains, que ce soit Benjamin Netanyahu, que ce soit même les Français. Cela veut simplement dire que tout chef d'État, qu'il soit occidental, qu'il soit africain, qu'il soit asiatique, est susceptible d'être poursuivi par la Cour pénale internationale. Je crois que c'est un coup très fort de la part de ce procureur. Les soi-disant sanctions contre lui, c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Et les sanctions ont été sont menées contre l'Iran. Cela a rendu plutôt l'Iran très fort. Les sanctions sont inédites, sont menées contre la Russie. La Russie est quittée de la 6e puissance mondiale à la 3e, je pense. Cela a été fait contre Kadhafi. Kadhafi est devenu plus fort. Je pense que en prenant des sanctions, sollicitant des sanctions comme Netanyahu le fait contre le procureur de la CPI et même l'institution de la CPI, il renforcerait même la crédibilité de cette institution et rendrait populaire, je dirais même célèbre ce procureur au niveau international. Donc, cela démontre à suffisance que les taux se resserrent sur le plan psychologique. Vous savez, la perception du droit international n'est pas la même en Afrique qu'en Occident. Chez eux, un tel acte bafoue leur hégémonie, un tel acte diminue leur autorité, un tel acte rabaisse leur force. Donc, effectivement, il y a pression, il y a étau autour de la conscience des Occidentaux, une manière de leur dire, vous n'êtes plus libre de faire ce que vous avez fait déjà dit, vous n'êtes plus libre d'attaquer et de dépasser des nations de la surface de la terre, vous n'êtes plus libre de dicter votre manière de voir de manière unilatérale au monde. Et aujourd'hui, le monde a pris une autre tournure. Le monde se veut libre. Le monde se veut, les peuples veulent se gérer eux-mêmes. Les peuples veulent se gérer eux-mêmes et qu'il n'est plus possible de commettre des génocides et ne pas être poursuivi. Même si cela n'aboutit pas à l'emprisonnement de Netanyahou, le peuple d'Israël et les peuples de l'Occident ne pourront plus se permettre de faire n'importe quoi, sachant que leurs leaders seront ciblés et sont ciblés par la même justice et que les paix qu'ils ont utilisées contre les peuples opprimés que nous sommes se retournent contre eux. Car c'est la justice est une épée à double tranchant. Donc, on ne peut pas dire que cela les laisse indifférents, puisqu'il va supplier ce soutien. Et je voudrais dire au passage que ce génocide n'est pas commis seulement par Israël. Tous ceux qui protègent Israël sont complices de ce génocide. Tous ceux qui arment Israël sont complices de ce génocide. Que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit les États-Unis, et qui arment Israël sont complices et manifestent clairement la volonté d'effacer de la surface de la terre les Palestiniens et de s'approprier ce territoire qui n'est pas le leur. Et s'ils réussissent à le faire, ça veut dire que dans les décennies à venir, les génocides pourront être perpétrés et légitimés par les grandes puissances, telles que nous l'avons vécu au Rwanda,
tel que nous avons vécu l'apartheid en Afrique du Sud, et tel que nous vivons aujourd'hui, ce génocide en Palestine. Il est donc important que cette initiative, cette déclaration aboutisse, ne serait-ce que sur l'histoire, c'est-à-dire que les archives, que les nations, que la conscience universelle enregistre que Netanyahou est compté parmi ceux qui ont été condamnés ou poursuivis par la Cour pénale internationale, tels que le président soudanais Omar El-Béchir, tel que Laurent Gbagbo, tel que Charles Blé Goudé, tel que Vladimir Poutine. Cela est un point dans la conscience occidentale. Cela est un signe dans la conscience universelle. Cela témoigne que la justice est possible. Elle est possible et il faut y croire. Et c'est important que nous soutenions cette action, nous les peuples opprimés. Voilà. Merci à vous, docteur Evouna. Nous allons sortir de cette thématique d'accueil avec vous, Henri, à Tangana. Entre autres, le fait pour Benjamin Netanyahou d'être isolé sur la scène internationale va-t-il, entre autres, avoir des ramifications sur le massacre, ou du moins le génocide israélien actuellement en cours dans la bande de Gaza, les effets escomptés justement par ces différentes démarches peuvent-ils être atteints au regard justement de tout ce qui est avancé jusqu'ici comme argument? Oui, je ne sais pas. Il est soutenu par les États principaux de ce qu'on appelle la communauté internationale. Parce que vous savez que quand on dit communauté internationale, on désigne certains États. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde discriminé dans lequel certains États sont communauté internationale, d'autres pas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et le droit, même le droit tout court. Vous savez, nous avons parlé en Belgique, là, tout à l'heure, ce qui s'est passé en Belgique. Moi, je demande souvent à tous les Africains d'avoir vécu en Occident. Et je me bavardais hier avec un ami, un avocat, un Camerounais. Il est avocat en Belgique. C'est d'ailleurs lui qui s'est occupé de mon divorce. Je lui ai demandé, est-ce que, si vous allez par exemple dans les tribunaux en Belgique et que vous regardez tous les cas qui opposent un noir et un blanc, à quelle statistique le noir gagne le procès? Vous aurez la chair de poule. Je vous dis bien, vous aurez la chair de poule. Pour gagner un procès en Belgique quand vous êtes noir contre un blanc, première chose, votre avocat doit être noir. Il doit être un noir pas complexé. Je vous dis tout de suite. Moi, j'ai divorcé en Belgique et mon ex-épouse m'avait dit avant le divorce, mais tu crois que tu es où, toi? Je suis blanche. Mon avocat sera blanc. Ton avocat sera blanc. Ton président du tribunal sera blanc. Qui va t'écouter? Je vous dis des faits. Je suis resté 10 ans dans l'impossibilité de divorcer. Je suis passé en revue 5-6 avocats jusqu'au jour où je tombe sur l'avocat camerounais dont je vous parle. Il regarde le dossier et me dit, il n'y a rien. Il a divorcé en quelques semaines. Je vous dis, quand vous parlez, je vais vous donner un autre exemple. Monsieur Ben Laden, il a le gros criminel. Vous avez vu son exécution en direct par Monsieur Obama. Les règles de droit, n'importe quel juriste va vous le dire. On juge tout le monde. On ne peut pas vous exécuter sans jugement. Mais ça s'est passé en direct où les hélicoptères sont allés la nuit, ils ont pris Ben Laden, ils ont tué, ils ont jeté à la mer. Aucune protestation. Tout le monde trouvait ça normal. Et quand je disais aux gens, mais attendez, les gens me disaient, mais c'est un terroriste. C'est pas moi. Tout le monde doit être jugé. Vous ne pouvez pas exécuter quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu monsieur Obama qui a dit, écoute, moi j'ai les preuves que tu es terroriste. Débat contradictoire. Vous n'aurez voulu avoir un débat contradictoire pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec des éléments de preuve. C'est la même chose qu'il y a eu pour Saddam Hussein. C'est la même chose qu'il y a eu pour Mohamed Kadhafi.
C'est-à-dire des gens. Alors, quand vous me dites justice, ces machins-là sont à la solde des impérialistes. Maintenant, on peut discuter, tourner autour du pot. Ce qui va arriver, c'est que si ça continue, M. Netanyahou n'ira pas dans les pays qui ont ratifié cet accord. Ça, c'est clair. Et dans certains pays, il pourra y aller, mais on ne pourra pas l'arrêter parce qu'on aura peur. Ça, c'est clair. Mais ça s'arrêtera là. Ça, ce que nous, on peut faire en tant que Noirs, c'est de protester, de laisser notre voix faire écho de ces réalités pour que la masse, comme disait Triple A, la masse critique prenne conscience. Je sors par là. Merci à vous, Henri Atangana, pour votre regard d'ailleurs sur le sujet, ce qui nous permet désormais donc d'évoquer la deuxième thématique de ce matin, consacrée bien sûr à un autre, tout autre sujet, peut-être pas si différent que le premier, mais nous aurons l'occasion d'en parler, parce que tout à l'heure, durant vos différentes interventions, messieurs, vous avez brossé, entre autres, vous avez dit un mot concernant justement cette nouvelle scabreuse affaire autour des métis, enlevés, voire déportés pratiquement durant la colonisation. Ben, l'affaire refait plus que jamais surface avec bien sûr l'État belge désormais poursuivi en justice au regard justement de tous les arguments qui sont jusqu'ici avancés. Énième crime de la colonisation, l'histoire sordide des enfants enlevés de force à leur mère durant la colonisation belge refait plus que jamais surface. Le procès en appel, tenté notamment par 5 femmes envers l'État belge pour crimes contre l'humanité, c'est donc entre autres ouvert, c'était lundi dernier, après que le tribunal ait rejeté, on le rappelle, leur demande en première instance en 2021. Cette affaire des enfants métis requalifiés en crime contre l'humanité peut-elle ébranler l'État belge alors que pour l'heure, nous avons du mal à éponger le contentieux historique, justement, dans ces anciennes colonies, précisément, revenant sur la responsabilité de la Belgique dans tout ce qui s'est passé, que ce soit, entre autres, en République démocratique du Congo ou encore ailleurs, au regard, justement, de la gravité des faits. Voilà une nouvelle scabreuse affaire aujourd'hui qui survient. Anatole Albert a ici, le contentieux historique n'a toujours pas été épongé. Est-ce qu'on doit saluer la démarche tout de même de la justice belge pour l'heure qui, on le rappelle, avait entre autres en 2021 mis en suspens, entre autres, les accusations relevées justement par ces enfants enlevés, voire déportés durant la période coloniale, mais là, qui revient justement sur le dossier avec le procès définitivement ouvert depuis lundi dernier. Que faut-il attendre? Qu'espérez-vous à la fin justement de cette procédure judiciaire dans laquelle, bien sûr, l'État belge est une nouvelle fois mis sur le banc des accusés? Écoutez, nous sommes... Je crois que c'est Henri Atangana qui l'a indiqué tout à l'heure, que lorsque vous êtes noir, du côté de la Belgique, et même ailleurs, sur le territoire européen, c'est très difficile de gagner un procès. Je voudrais ici préciser que l'action judiciaire qui a été engagée par ces 5 femmes, qui pour certaines ont déjà atteint le 3e âge, devrait être une action portée par le gouvernement congolais. Pour vous, une action portée par le gouvernement congolais. Mais ce n'est pas le cas pour l'heure. Malheureusement, ce n'est pas le cas et ce ne sera pas le cas. Je voudrais rapidement faire une digression parce que l'histoire nous enseigne, nous apprend beaucoup de choses. Je crois qu'il y a environ un an, vous avez assisté à un théâtre qui est parti de Bruxelles jusqu'à Kinshasa. Oui. Une histoire de la dame. La dame de Patrice Emery Lumumba qui a été restituée à sa famille. Vous avez vu le théâtre qu'on a vu autour. Pour un pays responsable, ça ne devrait pas se terminer comme ça, cette affaire. Monsieur, on nous dit, il y en a qui fanfaronnent en faisant comprendre que Charles Michel, Premier ministre belge, a demandé pardon. Et puis quoi? On ne peut pas se limiter à ça.
C'est déjà, ça paraît déjà trop un acte, facile. c'est déjà un Non, premier acte. c'est trop facile, qu'on monsieur aurait pu Baudelaire. imaginer. C'est trop facile, non, c'est trop facile. C'est qu'on monsieur Baudelaire. aurait Non, c'est trop peut-être facile. pas imaginé il y a 10 ans. Mais puisqu'ils reprennent les mêmes choses, au moment où nous tenons ce débat, ils font les mêmes choses du côté de la République démocratique du Congo ex-Zaïre. Et puis quand vous avez demandé pardon, ça donne quoi par la suite? Ça donne quoi? C'est le théâtre. Ce que je dis, ce n'est pas de l'émotion, il faut qu'on soit sérieux quand on fait des choses. Vous avez donc 5 braves femmes qui pensent qu'après avoir attendu tant d'années, on n'a pas vu le gouvernement congolais faire quelque chose, Oui. il faut qu'on essaie de le faire. Et elles ont été déboutées en première instance. Je voudrais vous rappeler. C'était en 2021. 2 ans plus tard, Voilà. du moins 3 ans plus tard, elles reviennent à la repartent en appel. charge. Oui, certainement, ils seront une fois de plus déboutés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une pression derrière. Et cette pression devrait être le fait d'un gouvernement. Ou à tout le moins, ces machins que vous appelez les ONG, ils défendent les droits humains, les droits de l'homme, elles devraient avoir le soutien de ces trucs-là. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une intention les blancs. Ni plus ni moins. C'est la réalité. Je voudrais quand même vous rappeler que Oui. entre 1908 et selon leurs statistiques, Oui. entre 1908 et 1960, c'est pas moins de 20 000 enfants, 20 000 bébés métis qui ont été enlevés Oui. par les colons belges pour être placés soit dans les orphelinats des missions catholiques, soit déportés en Belgique. Oui. C'est-à-dire, pour 20 000 enfants. pas moins. Parce Pas que moins de 20 000 enfants Ouais. du moins Congo, de du 4 ans Rwanda, pour du certains. Burundi, justement. De moins de Tous 4 ans pour enlevés. certains. D'abord, l'Église catholique est qualifiée comme étant les enfants du péché, les enfants du diable. Plus tard, quand il y a eu des levées de boucliers, Oui. n'est-ce pas, la parade a été tout trouvée, il était question de leur donner une meilleure éducation. Oui. Ça, c'est l'argument qui était avancé évidemment. par l'État belge. Il fallait éviter les stigmatisations au sein de la société parce que la couleur de peau était différente et forcément, ces enfants n'auraient pas eu l'intégration nécessaire. Non, ça, c'est la réalité, l'argument c'est qui que- non, était ils ont avancé. prétendu. Oui, c'est ce que je dis. L'argument qui a été avancé justement à l'époque Oui. par l'État belge. Mais sauf que la même Église vous dit, vous fait comprendre que non, il fallait, comme c'était les enfants métis, il fallait pas, du fait qu'ils aient été abandonnés par leur père, il fallait les enlever pour les placer dans les orphelinats. Mais alors, est-ce qu'on s'est un jour préoccupé de la vie de leur mère, de leur génitrice, pour les enlever vers des destinations inconnues par elles? C'est ça le problème. Et vous avez dans l'État belge, en tout cas ces avocats, qui disent que ça ne peut pas être qualifié de crime contre l'humanité. L'humanité. Et il me semble, c'est une autre parenthèse que j'ouvre, certainement il y en aura beaucoup de Il y parenthèses. en aura d'autres. Euh, Mais bon, pour alors, ce premier, j'ai ressorti par là. Je voulais quand même vous rappeler qu'actuellement, Poutine fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour déportation d'enfants ukrainiens que lui voulait protéger, n'est-ce pas, des bombes de la guerre. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. Oui. Mais du côté de l'État belge, il est hors de question qu'on parle de crime contre l'humanité pour déportation d'enfants enlevés à leur mère. Oui. Parce qu'à cette période-là, le crime contre l'humanité n'était pas encore caractérisé par le droit international. Mais donc, vous voyez la blague? Voilà. Alors, nous pensons que il faut soutenir ces braves dames. Elles sont toutes métisses. Ce ne sont pas des jeunes dames. Elles sont la plus jeune âge, je crois, c'est 66 ans. Donc, ça veut dire qu'elles sont fatiguées. Vous en avez qui n'ont pas eu certainement le courage ou bien l'énergie nécessaire, la force, Oui. pour aller jusqu'au niveau où ces derniers sont partis. Au bout de la procédure. Aller en appel. Voilà. Il s'agit là d'une problématique, d'un fait historique qui doit être porté pas par des individus qu'elles sont, mais cette problématique doit être portée par un État. C'est-à-dire, il n'y avait pas que les Congolais, il y avait le Rwanda, il y avait le Burundi, il y avait l'ex-Zaïre qui est devenu, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo. Et comme paradoxalement, vous avez donc un silence assez extraordinaire, pratiquement complaisant, du Burundi, du Rwanda et des espaces du gouvernement congolais. Voilà. Entre 1908 et 1960, dans les colonies belges du Congo, du Rwanda ou encore du Burundi, des enfants métis étaient enlevés et placés de force dans des pensionnats catholiques. 5 femmes aujourd'hui demandent
réparation et reconnaissance à l'État belge. Pour vous qui maîtrisez ce contexte belge, Henrietta Tangana, nous aurons l'occasion de revenir vers vous dans un instant. Peuvent-elles obtenir réparation ou encore reconnaissance au regard justement de la gravité des faits qui ont pour l'heure été requalifiés en crimes contre l'humanité? Nous allons tout d'abord au standard avec un premier appelant ce matin. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour à vos invités. Je voudrais signaler une chose que nous n'avons pas appelé pour savoir pourquoi on n'a pas reçu des notifications. Je ne connais même pas le sens du débat. On n'a pas reçu des notifications sur le net, même sur le WhatsApp également aussi. L'émission ne passe pas. Donc c'est pour cela que j'ai appelé directement pour savoir si aujourd'hui il y a émission. Effectivement, aujourd'hui il y a émission. Donc, comme je ne connais pas le débat, je salue le plateau, je salue les techniciens, monsieur le journaliste, je vous salue. Et je salue les Africains qui vont appeler pour leur dire qu'on est avec eux, on soutient toujours le combat de For You Media. C'est monsieur Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Comme je n'ai pas la notification, donc je ne pourrais pas faire le débat aujourd'hui. Je salue For You Media. Je suis on est avec For You Media pour le combat de la libération de l'Afrique. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à vous, monsieur Kofi. Quelques petits soucis techniques ce matin. Et on s'en excuse, bien évidemment. L'émission sera forcément publiée plus tard parce que, justement, le contexte n'était pas favorable pour que les téléauditeurs puissent également profiter, justement, de cette matinale informative, uniquement, bien sûr, diffusée ce matin à la télévision ou encore en relais via la 96.3 FM For You Radio. Mais c'est une promesse, vous la retrouverez très rapidement sur vos différentes plateformes numériques. Alors, Henrietta Tangana, vous êtes en Belgique, vous connaissez mieux que nous ce contexte belge. Là, nous sommes devant un autre fait. Aussi stupéfiant que cela puisse paraître aujourd'hui, on parle d'une scabreuse affaire. Elles ont été déboutées en 2021 par la justice belge. Là, elles sont en appel en 2024. Elles réclament reconnaissance et réparation pour cette déportation. On parle de plus de 20 000 enfants déportés entre 1908 et 1960 par la Belgique. Et elles ne sont plus que 5 aujourd'hui à avoir justement tenu bon jusqu'à l'ouverture justement de ce procès lundi dernier pour, entre autres, votre copanéliste Anatole Albert Aïssi. C'est pratiquement peine perdue au regard justement de la démarche qui aurait dû être soutenue par l'État congolais. Mais pour l'heure, ce n'est pas le cas. Obtiendront-elles réparation ou encore reconnaissance pour vous qui êtes actuellement en Belgique, Henrietta Tangana? Oui. Douloureuse affaire. Au préalable, parmi les crimes perpétrés en Afrique, nous sommes en train de parler là d'un crime. Et c'est quoi ce crime? C'est que les hommes blancs qui avaient couché avec une femme noire et qui de cette union-là, un enfant était né, donc métis, ces hommes blancs qui estimaient que le gène, le sang des blancs ne peut pas rester en milieu sauvage, prenaient ces enfants-là parce qu'ils étaient métis et Avec le retour d'Henrietta Tangana. Alors, est-ce que nous avons quelqu'un calé sur, du moins au standard, en attendant bien sûr de le retrouver? On prend justement ce téléspectateur qui voudrait réagir, mais j'ose croire que nous reviendrons très rapidement.
sur votre développement, Henri Atangana, parce qu'il est, entre autres, très pertinent au regard justement de tout ce qui est reproché aujourd'hui à l'État belge. L'État congolais peut-il faire mieux dans cette procédure? Comment justement soutenir ces femmes? Un énième crime de colonisation, l'histoire sordide justement des enfants enlevés de force à leur mère durant la colonisation belge qui refait plus que jamais aujourd'hui surface. Bonjour à vous et bienvenue. Oui, je te fais ça. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Nguéné. Oui, bonjour à vous. Merci. Allô? Oui, merci. Bonjour à vous et bienvenue sur For You Media Africa. Oui, bonjour, monsieur Nguéné. Bonjour tous les téléspectateurs de For You Media. Monsieur Nguéné, d'entrée de jeu, j'ai été très content de vous ce matin parce que vous avez dit la milice. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Nguéné. Oui, j'ai été très content. J'ai l'impression. Parce que vous avez dit la milice de Netanyahou. Alors monsieur Nguéné, écoutez à la maison. Il y a un problème dans le monde des soignants parce que la Chine ne prend pas la position de la Russie. Allô? Alors, si la Russie même devait profiter de cette situation, laisser le journaliste qui a dénoncé leurs méfaits. Alors la Russie ils ne peuvent pas sanctionner le président ou le juge de la CPI parce qu'ils savent que s'ils sanctionnaient le juge de la CPI, ils vont mettre ce monsieur dans des problèmes parce que il a aussi un mandat d'arrêt qu'il attend du côté de la Russie. Je vous dis, monsieur Nguéné, ce que fait Israël a épargné beaucoup de choses, surtout dans nos 3 pays leaders. Voyez-vous, quand ils émettaient les mandats d'arrêt de Netanyahou et autres, ils émettaient en même temps le mandat d'arrêt du plus grand criminel terroriste qui habite maintenant en Algérie. Parce qu'ils cherchaient par là à incriminer nos 3 pays pour génocide et tout ça là. Ils ont honte, les Européens. Honte. Et ils n'ont même pas honte. Ils sont dévoilés. Nous les connaissons désormais. Voyez-vous, au lendemain de l'attaque de l'Ukraine, de la défense de la Russie contre l'Ukraine, M. Macron, qui a été giflé par un homme comme lui, à Mondovision, a crié qu'ils n'ont jamais vu ça en Europe. Oubliant qu'ils ont fait la guerre en Serbie, il fallait cacher. Monsieur Nguéné, pour You Media, je vous ai prié et je vous en prie encore. Dites à Monsieur Matomba de créer For You Media dans les 3 pays-là. Vous êtes seulement écoutés ici et vous ne partez pas partout. Vous faites un travail qui va libérer. Avec les panafricanistes qui sont les Nathalie Am et autres, j'espère que l'Afrique sera libre. Vous êtes déjà engagés. Ne laissez plus. J'ai beaucoup à dire. Bonne journée. Merci. Merci à vous, merci pour vos messages d'encouragement, mais surtout pour votre contribution ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin. Alors, est-ce que nous avons retrouvé Henri Atangana en direct de Bruxelles avec nous ce matin? Alors, Henri, je ne sais pas si nous avons quelqu'un d'autre au standard avant de retrouver Henri Atangana en direct de Bruxelles. Alors, Henri, nous avons été coupés tout à l'heure. Vous étiez dans votre élan, dans ce développement, revenant justement sur cette nouvelle affaire. On parle de crimes contre l'humanité. On ne va pas aller questionner justement toutes ces décisions de justice parce que les faits ont été requalifiés. Nous, on s'attarde justement sur la démarche en elle-même, Henri, mais surtout ce contexte belge. Tout à l'heure, dans sa prise de parole, Anatole Albert Aïssi revenait justement sur certains actes d'apaisement posés justement par la Belgique jusqu'ici, qui pour lui sont de très mauvais goût.
au regard justement de la gravité de ce qui est reproché aujourd'hui à l'État belge. Mais revenant précisément sur la procédure en elle-même, vous étiez dans votre lancée en Ria-Tangana. La vaillance justement de ces 5 femmes peut-elle être récompensée ou du moins peuvent-elles obtenir réparation? Oui, j'étais en train de vouloir situer le contexte parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce contexte. Donc, j'étais vraiment en train de situer le contexte. Oui. Je vais faire encore une petite révélation personnelle. Quand j'arrive en Belgique comme étudiant il y a 30 ans, ma première copine est métisse, était métisse. On est resté 2 ans ensemble, elle voulait se marier et moi, j'étais plutôt attaché à continuer mes études. Adoptée. Donc, je sais de quoi je parle. Son père, qui était architecte, qui ne pouvait pas faire les enfants avec sa femme, de blanc, de la petite bourgeoisie montoise, avait adopté 2 enfants, 2 métis, une fille et un garçon. Donc, vous pouvez dire que dès que j'arrive en Belgique, en 3 mois, la première chose que je rencontre, c'est le sujet dont vous traitez là. Et donc, j'ai assisté à ces démarches pour essayer de connaître ses origines. Très bien. Ceci dit, je précise c'est quoi la situation. C'est-à-dire, parmi les multiples crimes qui ont été commis en Belgique, parmi les multiples, il y a un seul, dont on parle là. C'est-à-dire que les Blancs, les hommes, parce que pour les femmes blanches, quand une femme blanche couchait avec un homme noir, il y avait de fortes chances qu'on lui coupe la tête. Revenons donc essentiellement les hommes blancs, qui, quand ils regardaient une jolie fille noire et qui avait envie d'avoir des rapports sexuels avec, il n'y avait pas la pilule et tout ça, dès que la femme était enceinte, l'enfant qui naissait était métisse. Et ils pensaient qu'ils ne devaient pas laisser leur gène dans ce milieu sauvage. C'est ça la vraie raison. Et la grosse différence entre les Blancs et les Noirs, c'est que les Blancs pensent qu'ils ont des gènes supérieurs. C'est pas pour rien qu'il y a eu il y a des Ariens. Ils sont toujours dans un combat universaliste. Alors que vous avez des gens en face de vous qui disent moi, je ne me mélange pas à vous. Très bien, donc, le but, c'était qu'ils ne laissent pas leur gène dans cet environnement sauvage. On prenait donc ces enfants qui étaient métis, qui étaient des accidents. Des accidents parce qu'eux, ils voulaient juste se soulager et il y avait naissance. On les confiait chez les sœurs. Et au préalable, là, je suis au conditionnel, on essayait d'empêcher ces enfants métis-là de se reproduire. Et en plus, non seulement on l'empêchait de se reproduire, il y avait des choses pour qu'ils ne se reproduisent pas à leur insu, mais on les encourageait. Il y en a plein qui sont dans les centres ici qui sont devenus complètement fous. Plein. Ceux qui ont pu s'en sortir. Donc, on les encourageait à ne pas se reproduire. C'était ça le but. On l'encourageait aussi à ne pas se reproduire en Belgique en les stérilisant. Quelques petits soucis avec votre retour à Tangana. Je pense que nous allons aller au standard et prendre justement un appelant. Nous avons une fois de plus été coupés, on va prendre cet appelant. Allô, bonjour à vous et bienvenue. Allô, bonjour à vous et bienvenue sur For You Media Africa. Alors, est-ce qu'il nous reçoit? Allô, bonjour à vous et bienvenue. Vous êtes sur For You Media Africa. Est-ce qu'on le prend, ce téléspectateur, au standard ou pas? Voilà. Je pense qu'on va provisoirement revenir en attendant, bien sûr, de retrouver Henri tout à l'heure. Peut-être le contexte tel que décrit. Oui, allô, bonjour à vous. Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonjour et bienvenue.
difficile, il est parti. Alors, le contexte aujourd'hui, au-delà même de ce que vous releviez tout à l'heure, Anatole Albert a ici, le contexte tel que décrit justement par Henri Atangana n'est déjà pas favorable à une éventuelle réparation ou du moins reconnaissance. Du coup, on se pose la question, que peut bien l'État belge, ou du moins l'État congolais, puisque vous avez avancé l'argument selon lequel il fallait que l'État congolais donne un peu plus de poids justement à cette démarche en question. Il n'y a pas que l'État congolais, vous avez au minimum au moins trois États concernés. Le Rwanda, le Burundi et l'ex-République du Zaïre, qui devraient, de notre point de vue, soutenir cette action judiciaire en faisant pression sur l'État belge. C'est ça qui est la question. Mais écoutez, ce n'est pas le criminel qui va faire l'amende honorable. Vous savez comment ça fonctionne. Malgré ces éléments historiques qui foisonnent, qui peuvent remplir des musées, mais ça continue. Oui. Ça continue, n'est-ce pas, les actes de crimes contre l'humanité. Vous avez actuellement, au moment où nous tenons cette émission, vous avez à Mayotte une campagne de stérilisation des jeunes filles qui est officielle et qui est portée par la France, qui est membre du Conseil de sécurité, avec droit de veto. Pourquoi? Tout à l'heure, M. Henri a parlé de la stérilisation à la fois des jeunes filles et des garçons qui avaient vocation à les empêcher de faire des enfants avec des personnes d'autres couleurs. C'est un crime. Actuellement, vous avez à Mayotte une campagne de stérilisation des jeunes filles qui est financée, réalisée par le gouvernement français. Vous avez entendu des ONG qui bavardent partout condamner cela? Non. Ça ne les intéresse pas parce qu'il s'agit des Noirs. Ni plus ni moins. C'est des personnes inutiles, les sous-hommes. Je crois que si nous devons nous placer du côté du refus de la hiérarchisation des races, nous devons exiger qu'il y ait à la fois la justice, qu'elle dise de son rôle, évidemment le droit, éventuellement les réparations, telles que prévues par les mêmes instances juridictionnelles. C'est que la question. Mais parce que si nous allons dans le champ politique, ce sera justement, ça va aboutir à de la manipulation. L'État congolais, les États congolais, burundais, rwandais devraient, de notre point de vue, s'approprier un tel dossier. Pendant qu'on y est. Ça veut dire que l'affaire en elle-même n'est pas différente justement de ce contentieux historique. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure du pardon du roi en question de la dent de Patrice Lumumba qui a été renvoyé du côté de la République démocratique du Congo. Cette affaire, on ne peut absolument pas la dissocier de ce contentieux historique. Lorsque je prends ce théâtre, ces éléments de ce théâtre-là, qui le rapatriement de la dent, la dent d'un nationaliste africain, Patrice Lumumba, mais avec toute cette parade que vous avez vue, ce théâtre-là, mais ça ne vous a pas révolté, vous? C'est-à-dire, en réalité, une telle démarche vise à absoudre le crime. Et à faire amende honorable, c'est-à-dire à laisser carrément les criminels, même si c'est celui qui a mis carrément la dépouille de Patrice Lumumba dans, n'est-ce pas, j'ai envie de dire l'acide, n'est plus de ce monde, mais l'État congolais, l'État belge pour lequel il travaille, ces criminels devraient rendre compte. Oui. Avec, c'est-à-dire dans une sorte de responsabilité en cascade, avec même sa famille, parce qu'en réalité, ça devrait être, quand il s'agit d'un crime quand même, c'est vrai, on va nous opposer le fait que la responsabilité pionnière soit individuelle, mais quand mais attendez, il faut quand même que l'État congolais pour lequel il travaille, ces criminels, rende compte, dans tous les cas. Ça n'a pas été le cas, et je crois qu'il était important, sur cette question, que l'État congolais porte plainte à l'État belge. Pourquoi vous voulez qu'il y ait du dépôt de mesures dans les questions, sur les problématiques n'est-ce pas, des génocides? Pourquoi est-ce qu'ils reconnaissent officiellement le génocide juif, notamment la Shoah? Ils ont demandé pardon, je crois qu'ils ont engagé des réparations. Pourquoi est-ce qu'ils ont reconnu, n'est-ce pas, le génocide des Arméniens? Ils ont même engagé des réparations
Mais pourquoi on ne devrait pas reconnaître les génocides, n'est-ce pas, noirs? Le génocide dont les Noirs ont été victimes. Vous avez au moins un triple homicide. Un triple génocide, j'ai envie de dire. Vous avez la traite des Noirs, vous avez la colonisation, vous avez le néocolonialisme, vous avez même les assassinats ciblés. C'est-à-dire les déportations, vous avez les exterminations, parce que dans le contexte des luttes d'indépendance, notamment contre la France, la Belgique, entre autres, vous avez des populations qui ont été bombardées au napalm. Oui. Vous avez des villages qui ont disparu de la carte. Ce sont des génocides, monsieur. C'est des génocides. Dans la capitale économique où nous tenons, où se trouve la télévision Forum Média, vous avez un quartier qui s'appelle le quartier Makia, c'est du côté de Nubel. Tout un quartier a été encerclé avec des populations qui y vivaient. Il a été bombardé au napalm. Les suivants étaient mitraillés. C'était sous la colonisation française, c'est pour le dire. Vous avez un ascendant maritime, ici à Idéa, je crois que c'est à Iquité, tout un village qui a été bombardé au napalm, exterminé par les Français. Ce sont des génocides. Oui. Donc ça devrait faire l'objet d'un procès, que ce soit Nuremberg 2, Nuremberg 4, Nuremberg 6, donnez le nom que vous voulez, mais il faut que les criminels répondent de leurs actes. Ça ne devrait pas se passer comme un peu de profit. Parce que le génocide arménien n'est pas passé en peu de profit. La Shoah n'est pas passée en peu de profit. Pourquoi est-ce que ça devait se passer? Pourquoi on devrait avoir une posture différente quand il s'agit des éléments, des histoires des génocides qui concernent le peuple noir? Je voudrais donc ici, pour sortir, indiquer clairement que ce n'est pas le criminel qui va demander la repentance, qui va supplier la repentance. Déjà, vous avez Macron qui vous a dit qu'il n'y a pas de pardon, quelqu'un, il n'y a pas de repentance, il n'y a rien à faire, il n'y a même pas de réparation. C'est-à-dire que ça ne veut rien dire pour eux. C'est un événement pour eux. Mais ces gens vous disent qu'ils sont vos amis. Et vous y croyez. Vous avez Charles Michel qui a au moins eu la décision de demander pardon. Mais il n'y a pas de réparation. Charles Michel, ça représente qui? En tant que Premier ministre, ben d'accord. Mais est-ce que ça répare le préjudice moral, psychologique, historique? Oui. Ça ne représente rien. Vous avez du côté du Zimbabwe, en Afrique australe, les crimes perpétrés par la Grande-Bretagne. Ils ont eu la décence de demander pardon et puis ça résout quel problème? Voilà les questions qu'il faut se poser, ça ne résout aucun problème. Il faut qu'il y ait un procès, que les coupables soient condamnés, éventuellement qu'il y ait des réparations. Voilà. Ces 5 femmes, on le rappelle, étaient appelées mulâtres justement par l'État belge, c'est-à-dire des enfants nés d'une union entre un Belge et une Congolaise, des enfants de la honte et du péché, comme d'ailleurs les nommait par l'Église qui, entre autres, a concouru à leur enlèvement et leur placement auprès justement d'une mission avec l'État colonisateur. Ces enfants, estimés au total au nombre de 20 000, étaient enlevés selon les statistiques. Mais le chiffre clairement peut être revu à la hausse. Ces enfants, estimés donc au total au nombre de 20 000, étaient enlevés de force à leur mère et placés dans ces missions, que ce soit au Congo, au Rwanda ou encore au Burundi, autant de colonies belges à l'époque, des documents issus justement des archives coloniales produits par les avocats des plaignants font état d'un système d'État pour organiser les rapts d'enfants et les placer justement dans des missions éloignées de leur lieu de naissance. Les 5 plaignantes étaient âgées de 2 à 4 ans entre 1946 et 1950 lors de leur enlèvement. Le tribunal avait rejeté leur demande au motif que le crime contre l'humanité n'était pas caractérisé à cette époque, ce qu'elle conteste, puisque celui-ci a été bien mis en place juridiquement après le procès bien sûr de Nuremberg, ce que vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que nous avons un appelant au standard avant de revenir sur le plateau? Bonjour à vous et bienvenue. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous vous appelez comment? Moi, c'est M. Andera.
Allez-y. Angela. Allez-y, vous êtes en direct. Bienvenue à vous. D'accord. Déjà, merci. Merci le panel de M. qui est très bien dans son analyse. Moi, je suis étudiant de département de littérature africaine, l'Université de Yaoundé. Par rapport au débat que vous avez, le contemporain historique de l'Afrique et des pays qui l'ont colonisé, c'est-à-dire les pays de l'Occident. Moi, je voudrais dire, aujourd'hui, si les Africains revendiquent une reconnaissance et une justice dans le monde par rapport à tous les crimes que l'Afrique a subis, moi, je voudrais dire, en quelque sorte, c'est comme une peine perdue. Parce que, en fait, ces gens ne vont jamais, même s'ils reconnaissent qu'ils ont torpillé l'Afrique, ils ont commis les génocides en Afrique, ils ne vont jamais se présenter devant la scène publique pour dire, en fait, demander pardon à l'Afrique. Et si bien même ils demandent un pardon, moi je voudrais déjà qu'on sache que ce sera un pardon ironique, ce serait totalement de l'hypocrisie. Alors, moi personnellement, l'Afrique ne devrait plus attendre ça d'eux. Parce que tout ce qu'ils font, c'est juste une manière d'apaiser les tensions, c'est une forme de manipulation de la conscience collective africaine. Question pour eux de trouver d'autres failles, d'autres ouvertures pour piller encore l'Afrique d'une autre manière. Vous voyez, lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, je vois là le discours du roi Léopold II qui est en train de passer. Moi, je voudrais dire, le département dans lequel j'appartiens m'a transformé en quelque sorte. Je ne maîtrisais pas l'histoire de l'Afrique, je ne maîtrisais pas l'histoire de mon pays, le Cameroun. À travers ce département, j'ai appris à être ancré dans la tradition, l'histoire, la culture camerounaise, voire africaine de manière générale. Si tous les jeunes, peut-être environ 6 sur 10, 6 jeunes sur 10 s'intéressaient un peu aux questions de l'Afrique au niveau universitaire, vous verrez que les mentalités changeraient. Aujourd'hui, je vous prends un exemple assez simple. Je ne sais pas si je suis en train de dévier le sujet du jour ou pas. Allô? Oui, allez-y. Donnez votre exemple. Allô, vous m'écoutez? Oui, nous vous écoutons. Allez-y, donnez. Vous êtes sur votre exemple. Allez-y, sentez-vous libre. Alors, est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il me reçoit? Sentez-vous libre. Allez-y, exprimez-vous. J'ai l'impression qu'on l'a perdu. Je pense d'ailleurs que c'était le dernier appelant de ce matin, Anatole Albert ici. On ne saurait d'ailleurs refermer cette émission de For You Matin sans toutefois vous remercier à nos côtés DP. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication de bimensuel Le Cactus. Merci à vous DP. Merci également Ria Atangana. Merci au docteur Evuna, également présent en direct de Yaoundé ce matin, voilà, qui met un terme à cette émission de For You Matin, édition du 12 septembre 2024. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Portez-vous bien.